je vais vous parler de ce projet Authenticité 20, PRRI WAP NMR, qui est un projet qui a été financé par la région Occitanie. Alors moi, je suis Jean-Claude Boulet, je suis ingénieur de recherche à INRAE. Je suis diplômé ingénieur agronome, œnologue également. Mais depuis une vingtaine d'années, je me suis spécialisé dans l'analyse des données et la chimiométrie. Voilà. Dans l'équipe que nous avons actuellement, nous avons également Eva Villaré, qui est une assistante ingénieure, qui a un BTS en biotech. Dans ce projet, il y a trois autres personnes qui ont participé. Que j'ai mis les noms, je les ai barrés parce qu'elles n'y sont plus, mais elles sont parties pour des raisons différentes. Véronique Chigné, qui était directrice de recherche, qui était spécialiste en polyphénol. Christine Guernevet, ingénieure de recherche, qui était spécialiste en RMN. Et puis Elodie Milani-Crouzet, qui était également assistant ingénieur. Alors, ce que je souhaiterais avant tout transmettre comme message, c'est finalement vous apporter un regard nouveau, totalement différent des a priori qu'on peut avoir sur la RMN, hein. Des a priori qui sont, enfin, des a priori. C'est lié au contexte historique, c'est-à-dire que la RMN est utilisée essentiellement en analyse structurale, hein. On prend une molécule, on fait le spectre RMN et puis on essaie d'identifier la molécule, par exemple, savoir ce que c'est. C'est une application qui est vraiment intéressante, hein, en soi, c'est la chimie, mais qui est réservée aux spécialistes de RMN, parce qu'il faut vraiment avoir de bonnes connaissances en chimie et en RMN. C'est difficile à faire également parce qu'il y a différentes méthodes. Il faut jongler un petit peu les méthodes pour obtenir un résultat. Et donc, du coup, comme on y passe beaucoup de temps, il y a une faible capacité analytique. Alors, vous aurez compris, je ne suis pas un spécialiste RMN, je suis un spécialiste d'analyse de données. Et nous, l'utilisation que l'on compte faire et que l'on fait de cet appareil, c'est de l'analyse du signal, tout simplement. On va analyser le signal. En analyse de signal, les choses sont très différentes finalement, hein. L'utilisation est, je trouve, facile, hein, une fois que les méthodes sont au point. Des fois, pour faire un peu de provocation, je dis, ben, je travaille à la feuille Excel, hein. Voilà, c'est relativement simple. L'appareil en lui-même est un appareil qui est robuste, qui n'a pas de panne, hein. Alors, il y a l'entretien, évidemment, l'azote liquide, l'hélium liquide, ça c'est la contrainte de l'appareil. Mais pour le reste, ça marche très bien. Et puis, nous avons un appareil qui est équipé d'un passeur d'échantillons. On peut faire une acquisition toutes les 15 minutes. Donc, on peut le classer dans les méthodes d'analyse rapide. Voilà. Alors, cette évolution dont je vous parle, ce n'est pas quelque chose de totalement absurde ou nouveau, hein. C'est quelque chose qui s'est passé il y a 30 ans déjà de ça. Dans d'autres domaines spectraux, dans le domaine du proche et du moyen infrarouge. Et les appareils de proche et de moyen infrarouge qu'on trouve maintenant essentiellement sont dans le domaine de l'analyse du signal et du contrôle de procédés. Là, je vous ai mis un livre Spectroscopie infrarouge de Dominique Bertrand et Eric Dufour qui illustre bien finalement ce passage de l'analyse structurale à l'analyse de procédés. Alors, si on en revient au contexte, l'initiative de ce type d'utilisation, c'est pas nous, hein, c'est la société Bruker qui en même temps fait les appareils. Et ils ont développé une application qui est OneScreener, qu'ils vendent, avec deux applications, une sur l'authenticité, identifier les cépages, les régions, etc., et l'autre, les quantifications, où là, il y a un certain nombre de composés. Donc voilà, donc ils proposent ça, mais c'est pas aussi simple que ça. Bon, ça montre quand même qu'il y a une approche, qu'il y a un intérêt à ce type de méthode, puisqu'ils ont investi pour développer ça. Mais par contre, il y a quand même des freins d'utilisation, et les freins sont de type, je dirais, juridique d'une part. Et c'est comme ça que c'était le premier problème mis en avant, donc le problème d'opposabilité, hein, c'est-à-dire que si quelqu'un se base sur les résultats de cette méthode, vous ne pouvez pas faire de contre-expertise, donc c'est plutôt gênant. Et puis au niveau de technique, comme c'est propriétaire, eh bien, quid de la fiabilité des résultats. Voilà. Et donc tout ça, ça entraîne des limites dans l'utilisation de ce type de méthode si on veut l'utiliser à grande échelle, comme par exemple la méthode OIV, Office international des vins.
Notre démarche amène une deuxième solution donc, qui permettra cette fois-ci le contradictoire, mais en même temps, nous pourrons maîtriser la qualité des résultats produits et la communication aussi autour de ces résultats. Donc, alors, la démarche a commencé il y a quand même quelques années, puisque les premières discussions, premiers contacts, alors, je retrouvais des traces en 2017 à l'initiative du laboratoire du Bernet, de Mathieu Dubernet. Bon, ça a mis un petit peu de temps à se mettre en route. Et puis finalement, en 2022, nous avons eu la chance, et nous remercions la région Occitanie, de nous avoir donné un financement pour permettre de lancer ce projet. Donc un projet qui est mené à la fois par nous, INRAE sur Montpellier, là, mais également par IOELR, donc Institut œnologique du Languedoc-Roussillon. C'est une association qui regroupe 10 laboratoires d'énologie de conseil dans la région Occitanie, et dont Sébastien, qui est ici, est le représentant. Donc on a mis quelques temps pour voilà, installer tout, voilà, mais en 2024, nous avons vraiment commencé l'acquisition des spectres liés à ce projet. Alors, les objectifs du projet. Donc, il y a quatre objectifs qui sont ici classés par ordre dans lequel on les a abordés finalement. Le premier objectif, c'est bien sûr l'authentification, c'est-à-dire le numéro 3. Numéro 3. Mais avant de commencer à faire de l'authentification, il faut avoir des données. Donc, en fait, on est obligé de commencer par le 1, c'est-à-dire faire l'acquisition d'une base de données et de métadonnées. Voilà, donc on a commencé par ça en janvier 2024, mais très rapidement, il a fallu quand même se poser la question, est-ce que on a qu'il des spectres, mais est-ce que c'est bien, est-ce qu'ils sont de qualité, est-ce qu'on va en tirer quelque chose? Donc il a fallu très rapidement aborder la question de la quantification, parce qu'à partir du moment où on était capable de quantifier des composés comme cité volatile ou autre dans l'acide acétique ou dans les vins, ben, on avait quelque part une garantie que nos spectres étaient bien, quoi, seraient utilisables. Voilà. Donc, le troisième objectif, évidemment, c'est l'authentification sur les vins. Et puis alors, il y a un quatrième objectif, par contre, qu'on a rajouté, qui est l'authentification basée sur les polyphénols. Je vous en parlerai un petit peu plus tard. Donc, on va voir ces quatre objectifs, à commencer par le premier. Le premier, c'est de construire une base de données avec des métadonnées. Alors là, c'est un fonctionnement en tandem avec les 10 laboratoires IOELR qui nous fournissent des vins. Alors, ils ne fournissent pas des bouteilles, hein, ils fournissent plutôt des échantillons, des flacons, quelques millilitres de vin. Mais surtout, chose importante, ils nous fournissent les métadonnées. Alors, les métadonnées, ce sont des informations en fait sur les vins. Donc, vous voyez ici, ça c'est un tableau de métadonnées. Le tableau est standardisé, tout le monde a le même. Donc, le millésime, le pays, la région, etc. On a aussi le type de vin, les cépages dominants, etc. Et puis, plus loin, on a des analyses, enfin, on a d'autres types de métadonnées. Et c'est vraiment ça qui donne la valeur ajoutée à l'échantillon. Donc nous, ici, à l'UMR SPO, nous récupérons les vins, nous faisons un ajustement de pH avec cet appareil qui nous permet d'ajuster les vins à pH 3,10 exactement. Nous les passons ensuite sur l'appareil de RMN, on voit le passeur ici avec ses 60 positions. Et puis cet appareil va nous faire l'acquisition des spectres, spectre du proton, selon deux séquences. Une séquence ZGPR qui supprime le signal de l'eau et une séquence NOSI qui supprime le signal de l'eau et de l'éthanol pour voir les composés moins importants. Actuellement, nous arrivons à plus de 3000 vins et métadonnées. Donc, c'est l'objectif qu'on s'était fixé, hein. On a atteint notre objectif, donc on est très content. Et là, je remercie le laboratoire d'IOLR qui ont vraiment tous joué le jeu, hein, parce que tout s'est bien passé. Voilà, on a les données qui étaient prévues. Alors, l'outil de quantification, quantification à la main, c'est relativement facile, mais c'est très long.
Là, il nous fallait une quantification automatique, hein. Vous imaginez quand on fait des dizaines, de centaines d'échantillons. Donc là, on a développé des workflows qui sont finalement des chaînes de traitement qui sont disponibles sur une application web. J'ai mis l'adresse ici. Donc en pratique, hein, en fait, une fois qu'on a fait l'acquisition des spectres sur l'appareil RMN, donc on zip le répertoire, donc on le compresse. On l'envoie dans un premier workflow qui, lui, va nous sortir deux fichiers. Le fichier, d'une part, des spectres ZGPR et puis l'autre fichier des spectres NOSI. Voilà. Et donc, chacun de ces deux fichiers va être envoyé dans un deuxième workflow qui, lui, va nous sortir les concentrations, alors calculées selon la séquence ZGPR ou selon la séquence NOSI. Donc, là, c'est entièrement automatique. Alors, quel composé? Alors, quel composé? On peut en faire pas mal. Je dirais que nous, on s'est axé assez rapidement sur les composés, sur des composés qui sont essentiellement des composés fermentaires, hein, de la fermentation. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que ça intéressait vraiment nos collègues de microbiologie. Et ensuite parce que justement, comme ça les intéressait, ils ont développé en parallèle des méthodes d'HPLC notamment qui nous permettaient, nous, d'avoir des valeurs de référence, de comparer, hein, évidemment. Voilà. Donc, un certain nombre de composés, voilà. Les deux en bas, ils sont à rajouter. Ils ne sont pas faits, mais ils sont à rajouter. Alors, ce que je voudrais également je voudrais insister sur le fait qu'en fait, on travaille également sur des mous et des vins, indistinctement, hein. Donc, on prend l'échantillon tel qu'il est, et puis ça permet de faire des évolutions. Par exemple, ici sur Simalic, vous avez ici les jours de fermentation. Donc, et voilà, vous avez l'évolution des profils de trois fermentations selon le temps. Donc ça marche pas trop mal. Ça marche suffisamment bien pour qu'on se dise, ben, il s'agirait d'aller un petit peu plus loin, c'est-à-dire de vraiment valider la chose. Donc là, actuellement, on travaille avec des comparaisons avec des valeurs HPLC sur des mouvements de fermentation, donc on a vraiment de la variabilité. Cet été, l'objectif est de faire des ajouts dosés sur des vins et donc de calculer des incertitudes de mesure. Et puis à terme, donc à la prochaine campagne du BPA, s'inscrire à cette chaîne. Alors le BPA, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une chaîne d'intercomparaison. C'est-à-dire que dans cette chaîne, il y a 200, il y a plus de 200 labos au niveau international. Ils reçoivent tous les mêmes échantillons et ils quantifient les paramètres. Et donc on regroupe toutes les valeurs prédites et on voit à peu près, on peut se situer par rapport aux autres. Voilà. Donc je trouve que c'est quand même vraiment intéressant de participer à ce type de chaîne. Donc ça, c'est l'objectif 2. Une petite limite quand même que je tenais à signaler, c'est que en RMN, on a un potentiel de quantification de composés qui est beaucoup plus important. Là, je vous ai montré une dizaine, une quinzaine, mais on peut en viser une trentaine, une quarantaine. Et pour beaucoup de ces paramètres, eh bien, nous n'avons pas de valeur de référence. Donc là, je ne sais pas trop comment on fera pour valider. Enfin, ça sera une autre question. Objectif 3, authentification sur les vins. Alors, on a commencé à travailler sur une première application qui est de s'intéresser à l'aspect cépage. Alors, on n'a pas fait la région et on n'a pas fait le millésime pour deux raisons très simples. C'est que nos 3000 vins sont essentiellement issus de la région Occitanie et essentiellement du millésime 2024 ou maintenant 2023-2024. Voilà, donc on a deux millésimes maximum. Donc, bon, c'était c'est plus intéressant de s'intéresser au cépage. Donc, il y a peut-être une plus grande demande sur le cépage. Alors, au niveau des traitements des données, il y a deux grandes familles d'analyse de ces données. Il y a les méthodes qu'on dit linéaires, qui sont peut-être les plus anciennes et plus traditionnelles, donc type PSDA. Et puis les méthodes de type apprentissage profond, deep learning, les méthodes non linéaires de type réseau de neurones. Voilà. Alors pour les premières, bon, mais là, d'ailleurs, j'ai un bon savoir-faire puisque je fais ça depuis des années. Il y a les outils, tout est bon, tout est au point, donc il n'y a pas de.
pas de souci. Pour ce qui est des réseaux de neurones, c'est une expérience à construire en fait, hein, c'est une expérience à construire. Ça marche bien en local, mais par contre, c'est très gourmand en termes de calcul. Là, pour l'instant, on est en train de travailler avec des collègues qui développent une application web qui s'appelle Colabia, et puis MesoLR qui a une capacité de calcul derrière. Voilà. Donc, essayer de faire travailler les deux ensemble pour avoir des outils qui soient finalement ergonomiques et faciles à utiliser. Ce qu'il faut retenir également, c'est qu'on travaille sur des spectres entiers, hein. On prend le spectre, j'ai dit au départ qu'on travaillait sur du signal, donc là on considère que c'est un signal. Voilà, les pics, c'est un signal. Et ce signal, eh ben, on va on va utiliser ce spectre entier, on va le mettre dans le modèle pour essayer de prédire les métadonnées. Voilà, on n'a pas d'étape de quantification intermédiaire. On travaille au spectre entier. Donc, quelques résultats, des premiers résultats hein, qui ont été faits sur 196 20 qui étaient répartis en 5 cépages purs de l'année dernière. Donc, les méthodes linéaires type PSDA donc, ont nécessité un pré-traitement, c'est-à-dire d'une part un alignement des pics, puisque la RMN certains signaux sont sensibles au pH, donc on ajuste le pH, mais ce n'est pas suffisant. Donc il peut y avoir des petits décalages, donc on a réaligné. Et puis on a utilisé également des outils de normalisation, voilà, PQN, VSN ou RNV. Et pour les réseaux de neurones, eh ben là, bon, on a laissé se débrouiller tout seul en fait, hein. On considère que la première couche, la couche de convolution, doit nous permettre de gérer les petits décalages, et puis le reste va nous permettre de modéliser. Donc en termes de résultats, la PSDA arrive à des résultats qui sont mieux que 90%. Ça varie selon les méthodes, hein, mais on arrive à de très bons résultats. Les réseaux de neurones ici sont un petit peu moins bien, mais ce sont des méthodes qui doivent progresser avec le nombre d'échantillons, c'est-à-dire il en faut plus quand même d'échantillons. Voilà, on est un peu juste là pour les utiliser pour faire ce genre de choses avec juste 200 échantillons. Donc, j'étais quand même assez satisfait de la faisabilité de ces prédictions sur la base de ces résultats-là. Je voulais vous parler également de quatrième objectif, l'authentification, cette fois-ci basée sur les polyphénols. Alors, pourquoi se baser pourquoi faire une deuxième méthode, hein, pourquoi se baser sur les polyphénols? Alors, j'ai marqué ici, pour moi, les polyphénols, ce sont les stars des méthodes d'authentification. C'est-à-dire que si vous regardez la bibliographie, les gens qui font de l'authentification, ils tombent très souvent sur des polyphénols. Voilà. Même s'ils n'ont aucun a priori, même s'ils n'y connaissent rien en polyphénol, ils identifient des composés qu'ils ne connaissent pas et ils tombent sur des polyphénols. Donc, ce sont quand même des composés qui portent beaucoup d'informations en termes d'authentification. Voilà. Mais bon, le RMN du signal du vin que nous avons fait ne donne pas le signal optimum parce que les signaux les plus importants sont quand même ceux qui sont issus du métabolisme fermentaire, hein. Les tanins, par exemple, ils donnent des signaux très faibles, d'autant que chaque tanin va donner un signal différent des autres, qui a une infinité de molécules. Donc voilà. Donc l'information est là, mais elle est beaucoup plus, je dirais, dans le bruit de fond. Voilà, elle est plus difficile à aller chercher. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, nous, on va essayer de se concentrer sur ces polyphénols. Et pourquoi quantifier les tanins? Eh bien, pourquoi? Tout simplement, parce qu'on n'a pas de méthode satisfaisante pour quantifier les tanins. Bon, la spectrométrie de masse, ça marche sur des tanins petits ou natifs, issus du raisin, mais dès que c'est évolué, là, on ne sait plus trop ce qu'on fait, hein, puisque les méthodes de dépolymérisation, on ne connaît pas tout, hein, finalement. Et puis, donc, notre méthode, la chromatographie d'exclusion stérique, donc qui va classer les molécules, les polyphénols par taille. Donc là, on doit arriver correctement à quantifier les tanins, mais par contre, la méthode est assez difficile, un peu délicate d'utilisation. Bon, voilà, c'est pas si facile à utiliser que ça. Et puis surtout, eh bien, on avait déjà fait toute l'extraction des composés pour le premier objectif. Donc bon, mais on a juste rajouter une petite couche et qui est la sec derrière, et ça nous permet d'avoir un deuxième objectif.
c'est une opportunité. Alors, comment on a procédé? Eh bien, on a tout simplement procédé par une concentration et purification de ces polyphénols sur des résines, donc des résines C18, TC18. Alors, ça a pu se faire de manière automatique. Alors, automatique, qui dit automatique, dit plus rapide et plus répétable aussi, surtout, avec un appareil SPE03, dont on voit la photo ici, équipé avec ces 8 cartouches. Donc, ça fait 8 d'un coup. Et donc, on va récupérer des extraits de polyphénol qui contiennent essentiellement des tanins, beaucoup de tanins, anthocyanes, etc., qu'on va pouvoir ensuite reprendre, non pas dans de l'eau, mais dans du DMSO. Et donc, on obtient ce type de signal. Alors, je trouve que c'est pas trop mal comme signal, c'est assez joli, hein. Enfin, pour moi, en termes d'analyse de signal, ce type de forme, ça me plaît beaucoup. Voilà. Donc, j'ai beaucoup d'espoir là-dessus. Et là, je vous ai mis à titre de comparaison un chromato sec, donc des exclusions stériques. On voit que les gros composés sortent d'abord, et puis plus on avance dans le temps, plus ils sont petits. Donc les tanins doivent correspondre à cette partie-là. Voilà. Et l'air donne la concentration. Alors cette partie-là, ben, nous avons pas mal avancé, mais on n'a pas fini. On en est au stade où on a 196 extraits qui sont séchés, qui sont au congélateur. Donc, il nous reste à faire évidemment les acquisitions en RMN et les acquisitions en sec également, HP sec, voilà, pour ensuite pouvoir faire les quantifications des tanins et puis refaire le test d'authentification sur ces pages Sierra. Et on devra avoir le résultat d'ici un mois ou deux. Voilà. Ces 196 extraits de polyphénol sont issus des mêmes vins qui ont servi à faire les essais d'authentification sur 20. Donc, on peut vraiment avoir une bonne comparaison entre les deux approches. Voilà. Alors, l'évolution de ce projet, hein, maintenant, alors, pour moi, la feuille de route est assez claire pour les 18 mois qui viennent. Alors, évidemment, le projet PRI finit dans un mois, hein. Il finit dans un mois, donc, bon, on ne continuera pas avec les financements de ce projet. Mais par contre, nous avons un autre projet à ANR qui peut prendre le relais pour nous offrir finalement à la fois continuer les CDD, également assurer le fonctionnement. Et donc là, on espère pouvoir faire 18 mois de plus, c'est-à-dire arriver fin décembre 2026. Alors, qu'est-ce qu'on compte faire pendant ces 18 mois de plus? La première chose à faire, ce serait d'avoir une ouverture, je dirais, un peu plus nationale de nos laboratoires qui nous apportent des échantillons. C'est-à-dire qu'en fait, il faudra avoir plus de laboratoires qui contribuent et surtout des laboratoires dans d'autres régions. Parce que vous comprenez bien que l'authenticité, on ne peut pas faire l'authenticité de région si on n'a pas des vins de Bordeaux, si on n'a pas des vins de Bourgogne, d'Alsace, de Provence, etc., quoi. Voilà, il faut que les différentes régions soient représentées. Voilà. Donc, il faut que ces gens-là contribuent et nous envoient des échantillons. Bien sûr, il y a tout le travail à faire sur le travail de finir le travail sur les 3000 échantillons que nous avons actuellement, donc tirer les résultats de ces 3000 échantillons. Et bon, évidemment, avec le temps, on va rajouter d'autres échantillons, on espère en avoir 1500 ou 2000 de plus, voire même plus si c'est possible. Et fin 2026, donc là, être capable de faire un bilan sur les capacités analytiques et les capacités authenticité de ce projet. À quoi on est arrivé, qu'est-ce qu'on peut faire et surtout, qu'est-ce qu'on peut faire en tant que prestation, puisqu'il serait bien, à ce stade-là, disons, fin 2026, dans 18 mois, d'avoir des solutions qui tournent un petit peu et qui sont au niveau de pouvoir être commercialisées sous forme de prestation. Voilà. En 2027, quelles sont les perspectives? Les perspectives, bon, si tout se passe bien pour les 18 mois qui sont à venir, là, eh bien, en 2027, l'idée, ce serait très certainement d'ouvrir à d'autres pays, hein, parce que des contacts ont été pris. Et donc on sait que les Italiens sont intéressés, les Espagnols aussi, les Portugais aussi.
Ce sont des gens qui ont, pardon, les Australiens aussi. Les Australiens sont d'ailleurs très intéressés par les aspects authenticité, cépage. Voilà, ce sont des gens qui ont des machines RMN, qui pourraient faire des spectres dans leur pays, et on pourrait faire finalement une base de données, je dirais, commune. Ce qu'il faut, c'est quelque chose de commun. Il faut regrouper toutes les informations, il ne faut pas se disperser. Voilà, donc on a quand même voilà, des idées, des ambitions pour l'avenir. Mais bah, il y a quand même des risques aussi. Les risques, c'est en début 2027 où il y aura sûrement une réorganisation assez profonde à faire dans ce projet. Donc au niveau du portage côté filière, alors pour l'instant on a dit il y avait IOLR, donc ils vont garder la main jusqu'en 2026. Après bah, ils vont certainement passer la main. Bon, mais il y aura sûrement une autre structure. Alors j'ai marqué Unilabo qui est un regroupement de laboratoires de terrain et de recherche, les laboratoires d'énergie indépendants au niveau national, pourquoi pas, peut-être d'autres, je ne sais pas. Au niveau support scientifique, ben, moi j'aurai 64 ans, donc mon espérance de vie à l'INRA sera assez limitée à ce moment-là. Donc ce serait bien que là aussi, il y a des gens qui prennent un petit peu le relais. Alors est-ce que ce sera les gens de Bordeaux, vers Bordeaux, est-ce qu'il y aura des gens à l'INRAE, notamment en analyse de données, ce que j'aimerais bien. Bon, mais ça, on va essayer de travailler, de préparer ça. Et puis, évidemment, il se posera le problème du fonctionnement, de comment avoir un peu de budget pour financer un ou une CDD comme il va actuellement, et puis financer le fonctionnement de l'appareil. Voilà, j'en arrive à la fin de la présentation. Donc, avec les points les plus importants, le premier point, c'est que il faut bien comprendre que c'est un projet qui est fait pour et par la profession. Voilà. Alors, je dis pour la profession parce que c'est la profession qui est venue nous voir, c'est pas nous qui sommes allés les voir, hein. Donc, on a été sollicités sur ce projet et par la profession parce qu'ils sont aussi partie prenante, hein. Ils ne délèguent pas, ils nous fournissent des échantillons, des métadonnées, ils font vraiment partie du projet. Voilà. C'est un projet qui est également collaboratif et fédérateur. Et je pense honnêtement qu'on ne peut pas faire autrement. On ne peut pas faire autrement simplement parce que si on fait authenticité, il faut que tout le monde collabore. Si chacun fait sa base de données dans son coin, ça sert absolument à rien. Voilà. C'est un projet novateur. Novateur dans le sens où ben là, on commence quand même à aborder alors, on parle d'intelligence artificielle de manière très régulière dans les informations. Ben là, on commence à toucher du doigt. Alors, c'est un niveau relativement bas, c'est l'apprentissage profond, mais ça rentre dans l'intelligence artificielle. Donc, on est novateur, on est dans l'air du temps, mais en même temps, on est sur des choses qui sont appliquées, c'est-à-dire qu'on voit à quoi ça peut servir. Donc, c'est quand même intéressant. Un point important également, c'est que alors ces techniques sont des techniques qui progressent continuellement en fait. Ça progresse déjà du fait que quand vous apportez des échantillons en plus, vous enrichissez la base de données, donc vous progressez, hein, quoi qu'il en soit, parce que derrière les traitements seront plus performants d'une part, et d'autre part, eh bien, nous, on peut fournir ce que j'appellerais des premiers résultats, mais très certainement qu'il y aura d'autres personnes qui se saisiront des mêmes données et qui pourront obtenir dans les années à venir des résultats meilleurs avec d'autres approches, d'autres idées, etc. Donc, on peut imaginer des progrès continus dans le temps sur toutes ces applications. Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, bah, il faut essayer de s'inscrire plutôt dans la durée, hein, voilà, pour arriver à finaliser ce joli projet que j'aime beaucoup. Voilà. Donc, je vous remercie de votre attention.